Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast spécial collège universitaire, mais pas que, en français. Bien content de vous retrouver encore pour une nouvelle semaine. Alors comme vous le savez, je vais le répéter souvent pendant cette off-season, mais c'est assez calme, assez plat. Il y a quand même pas mal de choses pour les purs geeks de baseball, et notamment ceux qui veulent vraiment s'intéresser aux détails près au collège baseball. Je vous invite pour ce faire à aller du côté de d1baseball.com. Alors attention, c'est payant pour avoir les articles en complet et au complet, mais par contre c'est très très intéressant. Moi je me suis perdu pendant quelques jours là, à lire pas mal de rapports d'automne, comme je le répète assez souvent. En automne, il y a des matchs, on va dire des scrimmage games, donc des sortes de matchs amicaux, des matchs de préparation pour pouvoir un peu voir les forces en présence entre les freshmen, entre les transferts, entre les joueurs qui doivent prouver, les joueurs qui étaient déjà là mais qui n'étaient peut-être pas forcément en position d'être titulaires, etc., etc. Donc il y a beaucoup de mouvements dans les coulisses. Et on va parler de plusieurs petites choses, on va parler d'actualité, on va parler également de quelque chose qui est une continuité au collège baseball, même si ça se passe plutôt dans le circuit professionnel. Et enfin, on va finir par un nouveau cas juridique, mais assez rapidement. Avant de commencer, comme d'habitude, la petite minute promo. Vous retrouvez ce podcast sur toutes vos plateformes préférées d'écoute. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur YouTube. Et le Homera est présent sur X, Facebook, Instagram, YouTube bien évidemment, et TikTok. On va y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par une première actualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu pas mal de mouvements en sport universitaire, avec notamment des universités qui ont décidé de répondre à l'appel de l'argent et des réalignements conséquents. Alors, pour refaire un petit état des lieux assez rapidement, on sait que la première conférence victime de ces réalignements, c'est la Pac-12, puisque à l'heure où on parle, à partir de 2025, il ne devrait plus rester grand monde, si ce n'est, je pense, Washington State et Oregon State. D'ailleurs, récemment, pour ceux qui veulent le savoir, ils ont été attribués on va dire, la permission de pouvoir gérer, on va dire, tout ce qui est droit, notamment droit télévisuel par eux-mêmes. Bon, on va dire que c'est un maigre lot de consolation. On est toujours dans l'attente de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce qu'ils vont donc essayer de raccrocher d'autres collèges, d'autres universités pour pouvoir garder et sauvegarder la Pac-12, même s'il va falloir peut-être la renommer, etc., etc. Ou est-ce qu'ils vont devoir tout simplement fermer la boutique. On verra bien ce qui va se passer. Parmi donc les conférences qui s'en retrouvent grandi de ce mouvement assez incroyable, on va penser à la Big Ten, la Big Ten qui a quand même ajouté 4 programmes et pas des moindres, USC, UCLA pour ne citer que. On a la Big 12 qui a aussi, on va dire, changé un peu de forme avec l'ajout de pas mal d'universités qui venaient un peu des mid-majors mais qui étaient très très bien référencées dans ces mid-majors. On a eu aussi, on va avoir aussi des universités de Pac-12 qui vont arriver, comme Colorado, si je dis pas de bêtises par exemple. Arizona State doit être dans ce cas-là aussi pour la Big 12. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser sur cette petite partie dans ce podcast, c'est la SEC. La SEC va donc récupérer Oklahoma et Texas. Du coup, cette conférence, comme les deux autres conférences que je viens de citer, deviennent plus grandes. Et en devenant plus grande, il faut repenser un peu tout ce qui est calendrier. Alors, de ce que j'ai compris, en tout cas sur l'aspect baseball, ils ont décidé en fait de changer le format. Vous savez, normalement, la SEC, il y a 2 divisions, SEC East et SEC West, pour faire simple. À partir de 2025, ils vont arrêter ce système de division. Donc il y aura une seule, quelque part une seule division, c'est directement la conférence en tant que telle. Et par contre, ils mettent en place ce qu'ils appellent, dans le calendrier, des adversaires permanents de conférence. Ces adversaires vont être au nombre de 2, donc il y aura 2 adversaires permanents par équipe dans la conférence. Et on va voir, quand j'entre un peu plus dans le détail, que la plupart des adversaires vont faire sens.
que ce soit en termes d'aspect géographique, d'aspect donc d'État, hein, des matchs en fait intra-État, et également en termes de rivalité. Par exemple, je vous donne juste un exemple maintenant, mais on va y revenir dans quelques secondes. Texas versus Oklahoma va être une de ces affiches entre opposants permanents dans la conférence. Il y aura donc deux séries, hein, si on réfléchit bien là-dessus, dans ce sens-là, et après le reste des séries sur la saison en termes de calendrier de conférence, en fait, pour chaque équipe, il va falloir en fait trouver parmi les 13 équipes restantes, hein, qui n'ont pas affronté, 8 équipes qui vont donc venir les affronter ou se voir s'affronter via des séries. Par contre, à ce petit jeu-là, il a fallu faire des coupes, hein, tout simplement, et on le sait qu'en SEC, il y a quand même pas mal de rivalités, que ce soit en football, en basket, en baseball, etc., etc., et notamment en baseball, on va se retrouver avec des rivalités qui vont être quelque part un peu éliminées du fait de ce système. Je vais vous en donner une rivalité par exemple. Ole Miss et LSU ne vont pas s'affronter, si je dis pas de bêtises. Ole Miss en fait va affronter Mississippi State, ce qui fait totalement sens, et Arkansas. Pour Arkansas, ça fait sens, mais par contre, ils perdent donc cette fameuse rivalité mise en place depuis un certain moment, hein, face à LSU. On va décortiquer pour chaque collège leurs deux équipes de franchise, leurs deux équipes permanentes. Je sais pas pourquoi je dis de franchise, ça n'a aucun sens, aucun rapport, je sais pas. Il y avait franchise dans ma tête, il fallait que ça sorte apparemment. Mais on va décortiquer ça assez rapidement. Voyons ça dans l'ordre alphabétique. On va commencer par Alabama. Alors, le Crimson Tide va donc avoir pour opposants permanents Auburn et Tennessee. Pour Auburn, c'est une rivalité, hein, on n'a même pas besoin d'expliquer. Ça devait rester et c'est bien que ça reste. Par contre, si on regarde Tennessee par rapport à Alabama, en termes d'histoire, je parle en termes d'histoire au niveau du baseball, attention, hein, il n'y a pas de cette rivalité en fait, historiquement parlant. On aurait pu voir du coup d'autres facultés, d'autres universités en tant que second opposant permanent à Alabama. Mais par contre, le fait de voir Tennessee là, surtout avec ce que fait Tennessee ces dernières années, ça permet à Alabama quand même d'avoir un vrai challenge par rapport au duo d'équipes qu'ils vont devoir affronter. Auburn pour la rivalité, hein, que l'on connaît. Tennessee parce que c'est une équipe un peu référence en baseball universitaire ces dernières années et ça va donc permettre aussi d'être un marqueur pour une équipe comme Alabama, un programme comme Alabama qui veut quand même avoir son mot à dire en termes de baseball. Pour Arkansas, on pouvait voir beaucoup de combinaisons possibles et probables et qui auraient pu être très excitantes en termes de college baseball. Je pense par exemple à devoir affronter LSU, encore une fois, hein, LSU c'est un peu l'équipe qu'on tire de son chapeau dès qu'on veut parler d'excitation et de potentielle rivalité en termes de puissance, hein, au college baseball. Mais au-delà de ça, en termes de géographie, hein, Oklahoma par exemple aurait pu aussi faire partie de leur calendrier, mais que nenni. Arkansas va devoir affronter en opposant permanent Ole Miss et Missouri. Missouri, pour le coup, ça fait sens, hein, géographiquement. C'est là. Mississippi, au final aussi, c'est dans cette zone-là. Au-delà de ça, il y a une rivalité entre Ole Miss et Arkansas. Peut-être pas aussi, on va dire, palpable que d'autres rivalités dans cette même conférence. Mais en tout cas, ça peut faire sens. Il n'y a rien d'alarmant là-dessus. Passons à Auburn, parce que Auburn, pour le coup, je trouve que c'est le calendrier qui fait encore... Enfin, pour moi, qui fait le plus sens. Je pense que ça va jouer entre Auburn et Georgia. Et justement, Georgia est un des opposants permanents d'Auburn. Donc, vous vous rappelez, hein, j'ai parlé de Auburn lors de Alabama, hein, quelques secondes auparavant. Donc, Auburn aura Alabama et Georgia comme opposants permanents. Écoutez, pour moi, c'est ce qui fait le plus sens. Ça pourrait faire sens que ce soit en football ou comme ça l'est là pour le coup en baseball. Donc il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Autre université et autre rivalité, on va parler de Florida. Les derniers finalistes, hein, des College World Series 2023 vont donc avoir dans leur calendrier Georgia, ce qui fait totalement sens, et South Carolina. Je pense que ça fait... Voilà. Pour South Carolina, c'est peut-être pas la plus grosse rivalité
euh, en termes de college baseball, mais pour le coup, ça peut faire sens aussi, hein, dans le sens où on a vu hein, pas mal de très très jolis match-up entre Florida et South Carolina dans ces dernières années. Euh, je sais que j'avais lu sur DR Baseball que voilà, il y a beaucoup d'observateurs qui auraient bien aimé un Tennessee dans ce calendrier-là. Bon, bah pour le coup, Tennessee fera partie du reste du bracket si s'ils se mettent d'accord en termes d'agenda, hein, en termes donc d'opposants qui ne seront pas permanents. Si on parle de Georgia, bon bah du coup vous avez compris, Georgia va non seulement se retrouver face à Florida et face à Auburn, donc c'est l'autre calendrier qui pour moi le fait le plus sens, dans le sens où Florida et Auburn sont des rivaux historiques hein, et naturels au final de Georgia. Hein. Euh, les Bulldogs auraient pu peut-être avoir une série par exemple face à South Carolina ou Alabama, mais Alabama c'est vraiment pour le coup une rivalité football. En termes de baseball, historiquement, c'est peut-être pas la plus grosse rivalité en SEC. Donc il n'y a pas non plus quelque chose de choquant là-dedans. Je pense qu'au contraire, Georgia a un calendrier qui fait totalement sens. Excusez-moi, parce qu'au moment où je parlais, j'allais éternuer, donc j'ai pincé mon nez, donc vous avez peut-être entendu, enfin, vous m'avez peut-être entendu parler avec mon nez sur la fin de ma petite phrase. Mais passons à Kentucky. Kentucky, pour le coup, notamment en college baseball, ok, j'aurais pu voir des équipes du côté du Tennessee, hein, que ce soit Vanderbilt et Tennessee, puisque voilà, en termes géographiques, peut-être ça peut faire sens. Mais après, en termes de rivalité pure, il n'y a pas trop, surtout en baseball, Kentucky, c'est pas forcément la fac où on va retrouver le plus de rivalité historique. Donc j'ai vu que sur leur calendrier, eux, ils auront donc en opposant permanent South Carolina et Vanderbilt. Vanderbilt, encore une fois, ça doit faire sens dans le sens où euh, géographiquement, ça peut faire sens. Et en plus de ça, ça va amener quand même une certaine plus-value. Bon, encore une fois, en SEC, il n'y a que des grosses facs, mais se retrouver face à Tim Corbin et son escouade chaque saison, en tout cas sur ses premières saisons de mise en place des opposants permanents, pour Kentucky, ça ne peut que vouloir dire des bonnes choses, je pense. Euh, South Carolina, pour le coup, écoutez, il n'y a pas de grosse rivalité, il n'y a pas une logique géographique derrière tout ça, mais en tout cas, il fallait un deuxième adversaire permanent. Bon, bah, c'est South Carolina, c'est comme ça. Là, on va passer du côté de LSU, et pour LSU, c'était un cas intéressant, puisque en vrai, en tant que, en tant que fan de baseball universitaire, je pense que beaucoup auraient aimé avoir LSU dans le même calendrier en termes d'adversaire permanent qu'un Arkansas, par exemple. Le truc, c'est qu'avec LSU, on pourrait avoir beaucoup, beaucoup de match-ups qui font sens en termes de rivalité, en termes aussi d'excitation. Pour le coup, dans leur calendrier, ils ont donc Mississippi State et Texas A&M. Euh, pour Mississippi State, moi j'aime bien. J'aime bien puisque euh, c'est quand même une rivalité historique, que ce soit dans les années 80-90. Plus récemment également, il y a eu pas mal de belles choses entre ces deux universités. Donc ça fait sens. Pour Texas A&M, ok. On va dire que ça peut faire sens dans le sens où il y a matière à avoir de la rivalité entre les Aggies et les Tigers. Pour le coup, encore une fois, n'importe quelle autre équipe de SEC aurait pu faire sens, et je pense notamment à Ole Miss qui, pour le coup, aurait vraiment été une belle façon de garder cette rivalité. Mais écoutez, c'est comme ça, et justement, on va parler d'Ole Miss. Hein, les Rebels vont en fait, du coup, faire chaque année leur confrontation permanente face à Mississippi State. Bon, là, ça fait totalement sens, et Arkansas. Arkansas, je veux dire, ça fait sens aussi, mais bon, c'est vrai que si on avait pu avoir LSU, ça aurait été super. Et là, pour moi, c'est le troisième programme qui a le calendrier le plus logique en termes d'adversaire permanent, c'est Mississippi State, hein, puisqu'il se retrouve face à Ole Miss et LSU. Écoutez, ça va être un peu le feu quand on connaît les rivalités entre ces différents programmes. Maintenant, vu l'état de Mississippi State sur les deux dernières saisons, on espère retrouver un Mississippi State un peu plus conquérant, un peu plus compétitif, pour vraiment que l'aspect calendaire corresponde à ce que l'on puisse voir sur le terrain en termes d'intensité, en termes voilà, tout simplement de rivalité.
Passons du côté de Mizzou. Mizzou va donc se battre face à Oklahoma et Arkansas. Donc ils vont récupérer un des nouveaux venus pour le coup, en Oklahoma bien sûr. Euh, Missouri, Oklahoma, Arkansas, en termes de géographie, bah écoutez, ça fait sens, tout simplement. Un calendrier que j'aime bien, c'est celui dont hérite en fait Oklahoma, puisqu'ils gardent leur rivalité, le Red River Showdown, si on parle de quelque part de football, mais leur rivalité bien sûr avec Texas, et en plus de ça, ils ajoutent donc ce match ou cette match-up face à Missouri. Euh, voilà, ça fait sens, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est bien pour le spectacle qu'ils puissent garder Texas tout le temps dans leur calendrier grâce à ce système-là. Euh, Face à Mizzou, on va voir, surtout que Mizzou est capable de montrer de belles choses ou des choses en tout cas intéressantes. Ils l'ont prouvé la saison dernière. Donc à voir comment ça va se passer en termes d'excitation pour les fans notamment. Du côté de South Carolina, on se retrouve avec Kentucky et Florida. Moi, je pense que pour South Carolina, avoir au moins Florida, c'est une très bonne chose. Encore une fois, pour cet aspect excitation pour les fans, pour les amadoués, les rameutés. Euh, South Carolina, géographiquement, ou en termes de rivalité face à Kentucky, encore une fois, comme j'ai dit auparavant pour Kentucky, il n'y a rien de spécial. Mais bon, après, au bout d'un moment, le jeu des calendriers fait qu'on ne peut pas avoir tout bien nickel, bien lisse. Donc c'est comme ça pour South Carolina, mais en tout cas, il y a quand même une belle match-up. On va passer du côté d'un calendrier également intéressant, Tennessee qui hérite donc de Vanderbilt et Alabama. Tennessee face à Vanderbilt, bon bah j'ai pas trop besoin d'expliquer, mais c'est forcément une grosse rivalité. Euh, et puis pour Alabama, surtout quand on pense au football, je pense que ça peut faire sens. En termes de baseball pour Alabama, c'est très intéressant. Pour Tennessee, vu la trajectoire de Tennessee, c'est bon à prendre, mais c'est pas forcément eux qui bénéficient le plus, selon moi, de cette mise en place calendaire. Passons du côté d'Austin, à Texas. Texas qui va donc se battre face à Texas A&M et Oklahoma. J'aime bien cette paire d'adversaires. Je pense que ça fait sens. Texas A&M, forcément, intra-État. Et Oklahoma, on l'a dit, la rivalité. Passons justement à Texas A&M. Texas A&M qui aussi a un très joli calendrier, en tout cas qui fait sens pour moi. C'est Texas, forcément, on vient de le dire, intra-state. Et ensuite LSU. Donc très intéressant. Et enfin, pour finir, Vanderbilt. Moi, j'étais très intéressé de savoir ce que Vanderbilt allait avoir. Tout simplement, ils ont un calendrier qui fait totalement sens. Ils ont un peu le calendrier que j'aurais bien vu en miroir pour Kentucky. C'est-à-dire qu'ils ont Tennessee pour leur rivalité intra-state, encore une fois. Et ensuite, Kentucky, en termes de géographie, ça fait totalement sens. Euh, Quand on retient en termes d'excitation, déjà le fait d'avoir Tennessee chaque année, c'est logique. Donc ça va continuer à rameuter les fans entre Knoxville et Nashville, bien entendu. Et puis voilà, et puis pour finir, un petit mot pour finir sur Kentucky. Kentucky, encore une fois, c'est pas une grosse fac baseball, même si elle tend à montrer de très belles choses ces dernières saisons, en tout cas la saison dernière. Donc on verra encore une fois. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a une voiture derrière moi, parce que je suis au salon, mais du coup, il y a un parking derrière mon salon pour raconter ma vie. Il y a une voiture derrière moi qui fait pas mal de bruit, j'espère que ça ne vous dérange pas. Mais voilà, je voulais revenir sur cet état de fait, puisqu'on change d'orientation, on change de direction pour la SEC à partir de 2025 avec ces calendriers. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que certains vont peut-être comparer avec le football. Est-ce que pour vous ça fait sens en termes de rivalité football pour le coup? Et on peut toujours en parler plus tard. Et puis on aura le temps bien sûr d'y revenir d'ici la saison 2025. Je vous ai déjà pris pas loin de 20 minutes sur ce sujet-là, mais je trouvais ça intéressant de revenir un peu sur le réalignement et sur les conséquences, avec des conséquences déjà palpables pour ce qui va se passer, non pas la saison qui arrive, mais la saison suivante. Et puis, puisqu'on est en train de parler de choses palpables, on va passer au second sujet, mais juste avant une petite transition musicale.
Alors, le second sujet est un sujet récurrent pour ceux qui me suivent depuis mes débuts. Il n'y en a peut-être pas forcément beaucoup, mais j'en ai parlé maintes et maintes fois, que ce soit via des articles lorsque le site de Lehomera était encore actif, paix à son âme. Également, j'avais fait un article récapitulatif, je pense l'année dernière, pour The Strikeout. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, bien sûr, à aller sur The Strikeout France, qui est un peu la plateforme, que ce soit en termes de site et également de podcast, parce qu'ils ont leur podcast, bien entendu. La plateforme un peu indéboulonnable à ne pas rater quand on parle de baseball en termes de communauté francophone. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller les écouter, à aller les lire, etc. etc. Mais voilà, j'avais fait un article à l'époque sur le site pour rappeler un peu qu'est-ce que la ZFL, l'Arizona Fall League. Donc là, on quitte un peu le giron, on va dire, du collège baseball, mais on va parler quelque part d'un palier qui arrive quelque part quelques mois ou quelques années après avoir fini son cursus universitaire, que ce soit via la draft notamment. Alors, qu'est-ce que l'Arizona Fall League? L'Arizona Fall League est une compétition très très importante en termes de baseball pour la MLB. C'est en fait on va dire c'est une ligue mineure, voilà, on va dire que c'est une ligue mineure plutôt de off-season, puisqu'elle se passe durant la période hors saison. Concrètement, elle commence après les playoffs des minor leagues et elle commence pendant la deuxième partie des playoffs en fait de Major League, tout simplement. Comme son nom l'indique, puisqu'on dit Arizona Fall League, c'est donc une ligue d'automne. C'est une ligue qui se passe en Arizona et en fait elle est composée de 6 équipes. La particularité de cette ligue, une des premières particularités de cette ligue, c'est qu'en fait les 6 équipes sont composées tout simplement de joueurs, notamment de prospects qui viennent des ligues mineures pour la plupart et qui sont surtout assignés par leurs différentes franchises satellites ou leurs franchises affiliées. Par exemple, pour telle équipe, on va voir un nombre de joueurs, par exemple, je pense que c'est 6 ou 7 joueurs, je ne me rappelle plus de mémoire, 6 ou 7 joueurs des Mets, qui va jouer avec 6 ou 7 joueurs, mettons, des Dodgers, et bref, ils vont constituer les 6 équipes en faisant un peu ce pairing, je ne trouve pas le mot, mais ce mélange entre prospects de différentes équipes et différentes franchises. En termes de structure, en termes, on va dire, de compétition, il faut le savoir, c'est assez simple. C'est en fait 2 divisions de 3 équipes, puisqu'il y a 6 équipes. Chaque équipe est affiliée à 5 équipes de MLB. D'accord? Donc, on va avoir 5 équipes de MLB qui vont envoyer leurs 7 joueurs, qu'ils ont décidé d'amener, leurs 7 prospects qu'ils ont décidé d'amener, pour pouvoir remplir en fait chaque équipe de l'Arizona Fall League, tout simplement. Et donc chaque équipe va se retrouver 7 x 5, 35, avec des rosters de 35 personnes. Ensuite, il faut le savoir, cette ligue, pourquoi je dis qu'elle est très importante, avant qu'on parle des résultats, etc., c'est en fait c'est une ligue un peu vitrine. C'est là où on en voit pas mal de ces joueurs qui sont pas si loin que ça des majeurs, qui sont encore peut-être en train de travailler dans les mineurs pour pouvoir valider certaines choses. On va les exposer à la compétition et on va essayer de voir est-ce qu'on peut maintenant les ajouter par exemple au roster de 40 personnes. Est-ce qu'au final on se dit que voilà, on ne peut pas aller plus loin et on les libère pour la Rule 5 Draft, la draft qui arrive là un peu plus tard cet hiver, enfin cette fin d'automne, pardon. Toutes ces choses-là vont se mettre en place pendant cette ligue. Donc non seulement c'est une ligue qui va permettre aux prospects de se développer, de continuer à montrer ce qu'ils sont capables de montrer, et donc de se montrer aussi aux yeux de tous les scouts, puisque c'est très très suivi. C'est aussi une ligue qui est très importante, que ce soit pour la ligue en termes d'arbitres, puisque les arbitres s'y développent, et également pour on va dire, pour vouloir en fait aussi développer pourquoi pas, futurs managers. On va par exemple amener un bench coach ou autre, et on va lui donner la place d'un pur manager, et il va pouvoir donc tout simplement montrer ce dont il est capable. Donc j'espère que c'est assez clair sur la structure, mais voilà, parlons un peu de la compétition. On peut toujours ajouter un tout petit peu de détails, puisque parmi les 7 joueurs qu'envoie une équipe, il y a donc normalement 4 lanceurs et ensuite 3 joueurs de position.
C'est pas tout à fait figé en vérité, hein. On peut retrouver des cas où on envoie plus de 3 joueurs de position, mais dans ce cas-là précis, en fait, les joueurs amenés en plus ne peuvent pas jouer un nombre illimité de matchs. En gros, je pense qu'ils peuvent jouer un ou deux matchs par semaine le temps de cette compétition. La compétition, en termes de saison régulière, c'est 30 matchs par équipe, hein. Donc, c'est quand même, on va dire, un bon petit mois de compétition quand on y pense. Il y a un All-Star Game qui se déroule et ensuite il y a simplement la série finale, hein, on va dire les Championship Series entre les vainqueurs de chaque division. En termes de diffusion, c'est pas facile, hein. En gros, pour les matchs de saison régulière, il faut juste lire les articles, hein, puisque la MLB essaie de promouvoir du mieux qu'elle peut en fait cette compétition pour que les gens, hein, puissent avoir un suivi dessus. Mais deux événements majeurs sont quand même diffusés normalement, et je pense d'être sur MLB Network. En tout cas, c'était le cas cette année. C'est le Fall Star Game, qui est en fait le All-Star Game de cette Fall League, hein. Et ensuite, les Championship Series, le match, la série finale, hein, tout simplement, de cette AZFL. D'ailleurs, au passage, j'ai une petite seconde euh, d'interlude, je sais pas quoi dire, mais en gros, petit décrochage pour dire en fait que là je dis AZFL, mais on peut aussi l'entendre sous l'appellation AFL. À la base, moi je l'ai connu sous l'appellation AFL, mais récemment j'ai entendu AZFL, donc je m'y suis référé, tout simplement. Euh, je peux donner quand même les noms, hein, des équipes, hein, des 6 équipes, toutes basées en Arizona. Il y a donc les Scorpions de Scottsdale, les Solar Sox de Mesa, les Salt River Rafters, les Glendale Desert Dogs, Peoria Javelinas et Surprise Sagaros. Oui, j'ai mixé plein d'accents, ça n'a aucun sens, mais je pense que vous avez compris après les noms. C'est pas facile d'essayer de voir c'est ce que ça je dois le prononcer avec un accent un peu hispanisant, avec un accent à l'américaine ou en français. J'aurais dû peut-être continuer avec un accent purement français, mais bref. Voilà pour les noms. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est pas forcément les résultats en tant que tels. Pour la petite histoire, je pense que c'est Peoria qui a remporté le plus d'AZFL de mémoire. Et par contre, cette saison, c'est les surprises de Sagaros de mémoire. J'ai vu ça tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, pourquoi j'en parle, c'est tout simplement par rapport aux prospects. C'est les prospects qui nous intéressent, bien entendu. Surtout lorsque l'on sait encore une fois que cette compétition est un peu la dernière étape scolaire, entre guillemets, avant de voir donc pas mal de ces prospects arriver tout en haut de l'affiche, c'est-à-dire en MLB. Euh, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je sais que j'aime bien les sortir à chaque fois que j'écris un article là-dessus. Mais la ZFL a quand même sorti, ou en tout cas permis de voir l'éclosion de pas mal de futurs stars. On peut penser à Derek Jeter par exemple, pour ne citer que lui. J'ai pas en tête tous les noms, mais voilà, il doit y avoir du Piazza par exemple, si on veut rester dans la partie des années 90, parce que ça a commencé, je pense, en 92, la ZFL. C'est pourquoi moi je me rappelle pas mal de ces jeunes joueurs de l'époque, hein, qui ont donc participé à ces premières itérations, ces premières moutures de la ZFL. Mais voilà, chaque année, on trouve nombre et nombre et nombre et nombre de futurs stars, ou en tout cas de futurs très bons joueurs. Donc voilà, voilou, et donc on va maintenant s'intéresser à ces fameux prospects. On va décortiquer un peu ces prospects rapidement avant que je vous laisse tranquille et qu'on passe au troisième sujet. Avant de parler de ceux qui ont vraiment performé, et notamment des joueurs qu'on n'attendait pas forcément à pareil niveau, j'ai envie de parler de la preuve de la place des top prospects dans cette AZFL avec l'exemple de Chase DeLauter. Chase DeLauter, je le rappelle, il avait été sélectionné au 16e pick par les Guardians. Chase DeLauter, ça doit être en 2021 ou 2022. Pourquoi j'ai des trous comme ça? Je pense que c'était en 2022 qu'il a été drafté, ouais c'est ça. 2022, je l'avais suivi en fait à James Madison, c'est pourquoi j'avais un trou. C'était un des très très gros prospects en termes d'aspect offensif. Un joueur qui, au college baseball, a fait montre de très très forte qualité et qui est dans le pipeline des Guardians, le numéro 4 en termes de prospect. Voilà, c'est le type de joueur qu'on peut retrouver avec des joueurs qui ont peut-être des parcours un peu plus différents, un peu plus sinueux. J'ai dans ma tête, par exemple, je me rappelle avoir vu un prospect qui avait déjà une bonne vingtaine d'années et qui venait d'une Rule 5 draft, justement.
Je vais vous le retrouver tout de suite, hein. J'ai un petit trou là comme ça, comme souvent, mais je vais le retrouver dans quelques secondes. Où il est, où il est. Voilà, c'est Oliver Dunn. Oliver Dunn, en fait, c'est un des prospects des Phillies, hein. Il a d'ailleurs eu le award dans cette folle ligue de Breakout Player of the Year. Il a en fait été récupéré par les Phillies alors qu'il était chez les Yankees, hein, via la Rule 5 Draft de 2022. Et il a notamment fait une très très bonne saison en Double A du côté de Reading. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience déjà dans le système, dans les systèmes des mineurs, puisqu'il a 26 ans. Et pour le coup, il a été très bon dans cette Fall League. Il a quelque part confirmé, hein, ce qu'il a été capable de faire en Double A. Il a notamment été très bon en base volée. Il en a volé 12 sur 12 tentatives. Il a réussi 4 triples dans cette saison raccourcie, parce que je rappelle, c'est que 30 matchs, donc 4 triples en 30 matchs. Ce qui montre en fait tout simplement la force et la consistance qu'a amené ce joueur. Il a eu un OPS de 1.071 et sa moyenne à la batte était de plus de 34%. Voilà un exemple un peu de joueur qu'on n'attend pas forcément et qui se retrouve en fait dans cette quelque part vitrine pour la MLB, à montrer des choses qui va pourquoi pas leur permettre de changer la trajectoire de leur carrière, tout simplement. Mais voilà. J'en ai donné un, je vais vous donner les autres awards. On va faire dans l'ordre inverse de la hype, dans le sens où on va finir par le MVP, tout simplement. On va commencer par le joueur défensif de l'année. Alors lui, il nous vient des Mariners, c'est le seconde base Ryan Bliss. Il avait réussi en Ligue mineure à une très très belle fiche, hein, puisqu'il avait réussi un 20-50. Pourquoi je dis 20-50 Un 20-50, j'ai du mal aujourd'hui. Un 20-50, ça veut dire qu'il a réussi 20 home runs, 50 bases volées. C'est pas si commun que ça, que ce soit dans les majeurs ou dans les mineurs, c'est pas si facile que ça à mettre en place. On a vu Corbin Carroll qui a été justement rookie de l'année dans la NL et qui a amené des nombres pareils. Bon, lui pour le coup c'est en MLB, mais le faire même en MILB c'est quand même pas rien. Il a réussi en fait des très très belles choses défensivement. Il n'a commis qu'une seule erreur. Il a eu un fielding percentage de plus de 98%. Et il a réussi aussi dans la partie offensive 10 bases volées. On ne l'attendait pas forcément pour ses qualités offensives, mais il a prouvé que ce qu'il avait déjà montré dans les mineurs en termes défensifs n'était pas galvaudé. Voilà, donc il a mérité, il a eu son award, et donc Ryan Bliss, hein, notez bien ce nom, pourrait très bien arriver et dépanner en termes de défense dans l'infield des Mariners incessamment sous peu. Un joueur qui, pour le coup, a fait montre de capacité inverse, entre guillemets, à celle de Ryan Bliss, c'est James Triantos. Encore un seconde base. Lui, il vient du côté des Cubs et c'est le prospect numéro 9 des Cubs quand même. Donc, il est pas loin en termes de pipeline, notamment dans le système des Cubs. Et il n'a pas eu une grosse saison régulière. Pendant la saison régulière, ça a été 4 home runs, notamment en 83 matchs, hein, de ce que j'avais lu sur l'article. Par contre, dans la ZFL, ça a été un peu fou. Il a donc une fiche statistique, hein, de plus de presque 42, on va dire. Allez, 42% à la batte, en moyenne. Hein. Son OBP est à plus de 49%, donc il est quasiment à 50% d'on-base percentage. Son slugging percentage est à plus de 67%, il est quasiment à 68%, on peut dire 68% hein, carrément. Son OPS est de 1.174, il a joué 22 matchs hein, pour les Solar Sox. Et il a réussi 5 triples, il a réussi 3 home runs, il a réussi 15 points produits, 18 points scorés, et il a réussi 9 bases volées sur 10 tentatives. Donc il a mis le feu tout simplement à cette AZFL cette saison. Encore une fois, c'est un joueur qui va encore devoir travailler. Hein. Je pense pas qu'on va le voir arriver tout de suite, mais il n'a que 20 ans. Donc il a encore le temps de voir venir. Mais en tout cas, il a montré des flashs de ce qu'il pourrait apporter bientôt dans le système des Cubs. Donc à voir ce qu'il va faire en termes de développement. Mais très très belle AZFL pour lui.
Et enfin, on va finir par le MVP. Donc tout ça, c'est des noms à retenir dans un coin de votre tête, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir des stars de la MLB. Mais si c'est le cas, vous pourrez vous dire, ah bah j'avais entendu parler d'eux quand ils étaient à la ZFL. Et oui, c'est un peu le jeu et le principe. Mais voilà, revenons au MVP, donc au meilleur joueur de cette mouture de la ZFL, c'est Jacob Marcy. Lui, il est du côté des Padres, c'est un outfielder, et il faut le savoir, c'est le type de joueur, moi j'appelle ça des late bloomers, dans le sens où c'est pas qu'il a pris du temps, c'est peut-être une mauvaise façon de l'appeler en fait, dans le sens où je veux pas dire qu'il a pris du temps à se développer, mais c'est surtout que il a pris du temps dans son cursus en général, que ce soit de son aspect lycéen, jusqu'à son aspect draft, jusqu'à ce qu'il faisait dans les ligues mineures en termes de saison régulière, et ensuite son arrivée dans la ZFL. Il faut savoir par exemple qu'il avait été drafté au 6e tour par les Padres, ce qui en soi n'est pas mauvais, hein, vu le nombre de tours qu'il y a en MLB, mais c'était pas non plus la star tant attendue. Et pourtant, il a réussi de très très belles performances dans la saison, ce qui lui a permis notamment d'arriver en Double A du côté de San Antonio. Là-bas, il a continué à faire de très belles choses, et donc il est arrivé en Arizona avec un bagage et une confiance accrue, ce qui lui a permis notamment de montrer des très 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 belles choses lors de cette mouture, hein, de la ZFL. Il a réussi notamment à 25 runs, 25 points, hein, scorés. Il a réussi 36 coups sûrs, il a réussi 12 doubles. Il a un OPS de 1.215, je pense que c'était l'OPS le plus fort de cette compétition. Et il a également provoqué 21 buts sur balle, et il a volé 16 bases, tout simplement. Donc ça a été du grand art. Euh, et voilà, pour finir, on va quand même parler des pitchers. Alors c'est vrai que moi j'ai pas mis les pitchers dans la catégorie des awards en tant que tel, puisque pour les pitchers c'est assez spécifique. Je le rappelle, lors de la ZFL, on amène souvent ces top prospects, notamment en termes de joueurs de champ. Pour les lanceurs, c'est assez différent. On peut se retrouver assez facilement avec des lanceurs qui ne sont pas forcément des top prospects. Là, pour le coup, le meilleur lanceur, hein, de cette mouture est un des très très bons prospects, hein, un des top prospects de la MLB. C'est Ricky Tiedemann. Il est, je pense, numéro 30 ou numéro 31. Comme d'habitude, un pas de notes, j'avais lu, donc c'est pour ça que je me rappelle à peu près, mais c'est 30 ou 31. Euh, Ce qu'il a fait surtout, c'est, sur mes notes, j'avais noté, il a eu un IRA de 2.5, il a eu un whip de 1.11, ses opposants, ses adversaires à la batte n'ont eu qu'une moyenne de 19% face à lui. Il a réussi donc tout ça en 4 starts. Il a montré de très belles choses, notamment réussi avec, je pense, c'est 23 strikeouts de mémoire. Euh, je pense que c'est quelque chose comme ça. 23 strikeouts, et ça, c'est en 18 manches lancées. Donc, c'est pour vous dire, le monsieur a été vraiment, vraiment, vraiment fort. Il a d'ailleurs été, hein, parmi les joueurs du All-Star Game, hein, le fameux Fall Star Game dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il faut savoir, c'est un prospect des Blue Jays. C'est le top prospect des Blue Jays. Donc c'est un peu l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'en général, comme je le dis souvent, on ne va pas forcément envoyer tous ces meilleurs lanceurs, tous ces meilleurs prospects lanceurs. On va laisser la place à des lanceurs qui... par exemple, je pense à Owen White il y a quelques saisons de cela, hein, le prospect des Rangers. Je ne sais pas s'il est toujours du côté des Rangers, mais je dirais que oui. Euh, mais ça lui a permis de se relancer après pas mal de saisons difficiles entre blessures et compagnie. Et surtout pour un joueur qu'on n'attendait pas à pareil niveau avant d'avoir montré ce qu'il a montré en AZFL. Donc souvent on fait la part belle à des pitchers qui ne sont pas forcément les tops du top. C'est pourquoi j'ai séparé la remise des prix, hein, dont j'ai parlé juste avant, hein, defensive player, offensive player, MVP, etc., etc., de cette partie pitcher. Donc pour les pitchers, comme j'ai dit, Ricky Tiedemann pour le meilleur lanceur de la saison, et pour le meilleur releveur de la saison, parce qu'il y a aussi un award pour le releveur, c'est Emiliano Teodo. Et justement, je parlais des Rangers avec Owen White, bah tada, Emiliano Teodo, qui fait partie donc du système des champions en titre. Euh, il a montré de très belles choses. Il n'a pas concédé un seul point durant ses apparitions. Il a fait 8 apparitions pour 11 manches lancées au total. Il a réussi notamment 5 saves.
Pourquoi je dis ça en anglais? Je sais pas. Vous m'excuserez vraiment aujourd'hui, c'est difficile de transiter d'une langue à l'autre. Mais bref, il a réussi 5 sauvetages. Euh, je pense qu'il n'a concédé que 3 coups sûrs. Et surtout, il a réussi 19 strikeouts. Et donc son whip sans ressent, il a eu un whip de fou furieux avec 0.55. Ce qui a été exceptionnel. Pour finir, on peut en parler, même si cet award ne parle pas forcément de la qualité en termes de euh, qualité baseballistique du joueur. Mais puisque cet award est là, je vais en parler rapidement. C'est le Sportsmanship Award. Il a été remporté par Michael Troutwin, le catcher des Reds. Euh, il a une petite histoire, ce trophée. Je pense que j'en avais déjà parlé. Pour parler de cette histoire assez triste à la base, il faut revenir en 2003. À cette époque-là, on a un jeune joueur qui, comme pas mal de jeunes joueurs, montre de ses qualités dans les ligues mineures. C'est Darnell Stenson. Il joue pour les Reds dans leur système et il réussit une saison 2003 dans les ligues mineures assez forte, assez intéressante. Tellement intéressante qu'il va être quand même appelé en août et en septembre en MLB tout simplement par les Reds. Il va ensuite aller dans cette fameuse AZFL ou AFL. Il va jouer pour les Scottsdale Scorpions et là-bas il va être en fait tué. Une histoire vraiment tragique et compagnie. On va pas rentrer dans le détail de l'histoire en soi, mais voilà, il va être tué lors de la compétition. Et donc l'année suivante, un trophée va arriver, donc le Sportsmanship Award qui va porter son nom, un Darnell Stenson Sportsmanship Award, qui va être en fait, tout simplement comme son nom l'indique, un trophée pour les qualités, on va dire, humaines d'un joueur, tout simplement. Pour revenir au vainqueur de ce trophée, Michael Troutwin, il a fait montre de qualités humaines indéniables, notamment de persévérance, puisque, il faut le savoir, lui, il vient de Northwestern à la base. Il a fait partie de cette draft 2021 dont on avait pas mal parlé, qu'on avait couvert à l'époque de manière assez assidue. Et lui, il avait été sélectionné au 13e tour par Cincinnati. Il a notamment dû s'adapter parce que c'était pas forcément un prospect très très bon, notamment offensivement, et puis en termes de pure catching skills, on va dire, pour encore parler en franglais, c'était pas encore ça, donc on va dire que c'était plutôt un diamant brut à polir et surtout à voir s'il était capable de traduire ses performances au collège au niveau professionnel en tant que receveur. Il n'a pas baissé les bras, il a montré de très belles choses, il s'est battu pour tout simplement augmenter ses capacités en termes de receveur, mais il a aussi montré des belles progressions ou une belle progression en termes offensifs, et ce qui lui a permis notamment d'apparaître dans le All-Star Game de l'Arizona Fall League, le Fall Star Game, et là-bas d'ailleurs il a été prépondérant puisque il avait réussi un double, il avait réussi à voler une base, il avait réussi à scorer un point. Donc voilà, il a été récompensé par rapport à son background et ce qu'il a réussi à faire et faire montre en fait d'une persévérance. Ça fait partie des qualités humaines. Du coup, Sportsmanship Award, ça a fait sens pour lui dans ce cas-là. Donc voilà, je voulais revenir sur l'Arizona Fall League puisque c'est encore une fois une étape incontournable depuis 30 ans en MLB. Et n'hésitez pas à vous renseigner un peu, à poser des questions également si vous souhaitez en savoir plus. Des noms dont on a entendu parler maintenant, certains deviendront certainement des stars, mais on verra la suite. On va passer au dernier sujet. Je pense que je vous ai déjà pas mal assommé, je vais essayer d'être plus court sur le dernier sujet. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en parler 30 000 minutes, mais juste avant, petite transition musicale. Après le dernier épisode où je vous avais parlé d'un cas juridique, eh bien récidive, je vais encore vous parler d'un cas juridique. Si j'avais la petite musique, vous savez la musique dans New York, unité spéciale, je pense que c'est CSI ici, qu'on entend, bon je l'ai peut-être très mal fait, mais je pense que ça va vous dire quelque chose. Si j'ai trouvé ce petit élément sonore, j'aimerais bien le mettre à chaque fois que je parle maintenant d'aspect juridique.
Là, je vais vous parler d'une petite histoire qui peut avoir des fortes conséquences. Alors, je pense que vous savez maintenant que depuis quelques années, la NIL ou la NIL a été mise en place pour les athlètes universitaires pour qu'ils puissent en fait bénéficier des rémunérations associées ou relatives à leur image. Les athlètes universitaires ne sont pas rémunérés à la base. Ce sont des étudiants, ils ont un statut d'étudiant, et pourtant ils permettent à la NCAA, donc ce genre d'organisation ou d'organisme, de percevoir de très très fortes rémunérations, notamment via par exemple les droits de télé. Pour donner un exemple, un événement comme la March Madness, ça brasse des millions et des millions et des millions, c'est celui de par le monde de plus en plus, donc la NCAA bénéficie quelque part de l'image de ses athlètes. Avec la NIL, une première étape a été franchie, mais consécutivement à la NIL, on se retrouve avec pas mal de cas juridiques assez intéressants, dont celui dont je vais vous parler maintenant. Je rappelle rapidement, bien sûr, que NIL, c'est Name, Image ou Image, pour rester dans l'anglicisme, and Likeness. C'est en fait un ensemble de règles qui permettent aux athlètes, bien entendu, de pouvoir récupérer certains types de compensations ou de revenus basés sur leur image et leur image seulement. Attention, par exemple, ils ne peuvent pas recevoir un revenu pour leur participation dans une compétition en tant que telle, ou pour leur victoire, ou pour leur stats, ou ce genre de choses. Ce n'est pas sur le sportif en tant que tel, c'est sur leur image. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner le cas de Angel Reese, qui joue du côté de LSU pour le basketball féminin. C'est l'égérie de pas mal de marques, par exemple. Moi, je la vois souvent sur des pubs, etc. etc. Tous les revenus associés à son image, donc par exemple à ses pubs, lui reviennent de droit. C'est quelque chose qui a été mis en place en 2021, mais il faut le savoir que, alors que ces règles étaient déjà discutées, beaucoup d'athlètes ont subi des conséquences de gestion de leur image, etc., etc., pour faire très très simple et très très light. Et en fait, c'est de ces athlètes dont j'ai envie de parler rapidement. Il y avait en fait notamment Grant House. Grant House était un nageur d'Arizona State au début des années 2020. Il avait déjà demandé ou s'était plaint en fait de ce qui se passait en termes de droit à l'image. Et il avait notamment demandé à ce que l'on puisse challenger, on va dire quelque part, euh, cette idée d'image, cette idée de rémunération vis-à-vis de l'image. Du coup, maintenant, il fait partie des gens qui se plaignent en fait de la NCAA et qui réclament de l'argent rétroactivement à ce qui a été mis en place, puisque du coup, avant que ça soit mis en place, eux se sont retrouvés dans des situations assez compliquées et malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir les gains qu'ils auraient pu obtenir si justement la mise en place de la NIL en 2021 et tout ce qui s'associait, parce qu'avant, on va dire que la NIL, il y avait un ban dessus, tout simplement, pour faire simple. Avant, on ne pouvait pas gagner de l'argent par rapport à son image. Il y avait justement une histoire de ban derrière tout ça. Quand tu gagnais de l'argent vis-à-vis de ton image, tu étais tout simplement en porte-à-faux vis-à-vis de l'association, donc tu étais banni. Tu ne pouvais pas gagner de l'argent vis-à-vis de ça, et donc ces personnes, par exemple Grant House, par exemple aussi Sedona Prince, qui était une joueuse de basket de TCU, si je ne dis pas de bêtises, se sont retrouvées lésées. Surtout que une fois que les règles vis-à-vis de la NIL ont été mises en place en 2021, ces étudiants athlètes se sont retrouvés justement avec ce problème sur le dos ou sur les épaules. Donc, on se retrouve en fait avec des athlètes ou des ex-athlètes, étudiants athlètes qui vont attaquer la NCAA pour justement préjudice vis-à-vis des revenus qu'ils auraient pu avoir via leur image. Mais en plus de ça, il y a un truc à savoir, c'est que les avocats justement de ces personnes qui se plaignent, parce que je ne trouve pas les bons mots, ont pour objectif de cibler notamment les milliards de dollars récupérés ou récoltés par la NCAA en termes de droits médiatiques, les revenus par rapport aux droits médiatiques. Vous savez, je vous en ai parlé en préambule, j'ai dit par exemple la March Madness, ça amène des millions. On peut
Quand je dis des millions, c'est parce que je veux vraiment être au plus simple. C'est plutôt des millions et des millions et des millions. Hein. On est plus proche des dizaines, voire des centaines de millions que du million, pour faire simple. Et bien justement, ils veulent récupérer, ou en tout cas cibler une partie de ces sous-là, dans le sens que pour eux, ces revenus sont associés au final aux athlètes. Ils sont donc associés au, au nom, aux images ou à l'image, etc., de ces athlètes. Donc, ce qu'ils veulent en fait, c'est un partage de ces revenus, un peu comme ce qui se fait en termes de sport professionnel, tout simplement, notamment par rapport à ces droits de télé et ces revenus médiatiques, entre la NCAA, les conférences qui donc récupèrent ces sous, puisque les conférences ont leur propre gestion de médias, etc., c'est un peu plus compliqué, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails, et bien sûr les athlètes eux-mêmes. Pour finir avec cette petite histoire, il faut le savoir que de ce que j'avais lu sur l'article en question, c'est ce qui m'avait encore plus intéressé, c'est que le juge en position sur cette affaire, en fait, c'est le juge qui avait justement permis quelque part, via des cas spécifiques juridiques, qui a été associé à la NCAA, qui avait permis justement d'arriver à cette levée de la NIL, c'est-à-dire cette mise en place de la récupération de revenus pour les athlètes du fait de leur image, etc., etc. Donc ce juge ou cette juge, c'est Claudia Wilken. Voilà, quand j'ai vu le nom et que j'ai vu l'article, je me suis dit, ah, oui, on l'avait déjà vu quelque part, cette dame, parce qu'elle est souvent citée, justement, quand on parle de NIL, vis-à-vis des précédentes affaires. Donc voilà, je voulais en parler rapidement, j'espère que je ne vous ai pas assommé avec ça, c'est encore une fois du juridique, c'est pas très clair, mais pour faire simple, la NCAA risque de devoir partager ou de devoir déjà compenser ou rembourser, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, ces athlètes qui les attaquent, mais aussi pourrait à terme devoir partager les revenus gagnés, notamment en termes de droits télé, puisque ça serait, selon le procureur, on va dire, et les avocats qui accusent en fait la NCAA, ils gagnent cet argent notamment sur le dos de l'image des athlètes qui composent et qui font la compétition, en fait, tout simplement. Donc ça va être très intéressant de voir la suite de tout ça. Moi j'avais lu cet article-là en début du mois, donc peut-être qu'il y a eu du nouveau, j'ai rien vu de nouveau personnellement, mais peut-être que entre le moment où j'en parle et la sortie de ce podcast, il y aura eu du nouveau, donc on verra si je dois un peu update via un tweet ou autre, c'est quand je poste le podcast, mais à l'heure actuelle, voilà l'histoire dans laquelle la NCAA est embourbée, et ça pourrait faire office de précédent en fait, tout simplement, ou comme on dit, de préjudice, tout simplement. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Jurisprudence, pardon. Jurisprudence, oui. On finit très mal ce podcast, à l'image de ce podcast, tout du long ça a été compliqué entre le français, l'anglais, les accents, compliqué de faire des phrases comme il se doit, mais j'espère que ça n'a pas été indigeste pour vous et que vous avez pu le suivre jusqu'au bout. De toute façon, je vais prendre une pause, je vais vous laisser tranquille. Je vous rappelle juste que bien sûr, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube également, le Homera est partout. Et sachez que la cadence va rester assez calme, comme on est en off-season, on va peut-être pas sortir des épisodes toutes les semaines, mais voilà, de temps à autre, le temps d'arriver petit à petit à janvier, peut-être à janvier, mi-janvier, on pourra reprendre une cadence un peu plus hebdomadaire à l'approche de la saison, qui débutera mi-février. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation de semaine, parce qu'au moment où j'enregistre, on est mercredi. Et sur tous ces moments, je vous dis à très bientôt. Ciao. The 2-2.